Allez-y. Mais je suis totalement, mais alors totalement en désaccord avec toi sur cette question. Pourquoi vous semblez perdre de vue que 2 semaines auparavant, c'est-à-dire le 26 février, précisément, le ministre de la Santé, André Mamafouda, j'aime pas citer, la responsabilité publique, j'aime pas l'individualiser. Donc ça aurait pu être un autre nom, que pour moi ça aurait eu le même effet. Et c'est ça la continuité de l'État, le principe que toi et moi on connaît. A rendu public une lettre circulaire par laquelle il dit très clairement, après la fin Hélène Gokana, le médecin qui a été aussi balancé en une nuit du 9 au 10 janvier, entre 4 hôpitaux, c'est-à-dire une clinique et 3 hôpitaux publics, et est décédé dans les mêmes conditions. Le ministre a publié ou a pris une note sous forme de lettre circulaire qu'il a fait distribuer dans tous les hôpitaux ou les centres de santé de première, deuxième et troisième catégorie du Cameroun. L'hôpital à Kentini fait partie des hôpitaux circulaire, donnez-nous le contenu. Mais je vous dis, attendez, est-ce qu'il y a un débat sur cette question? Vous venez peut-être de régler sur le plateau. Mais cette circulaire, voici les termes de la circulaire. Okay. La circulaire porte sur la prise en charge des urgences vitales dans les centres de santé de première, deuxième et troisième catégorie. J'ai été le premier journaliste, je crois, à diffuser ce message-là. Peut-être parce que ça survenait au lendemain d'un cas que j'ai particulièrement couvert, le cas Hélène Gokana, le médecin qui est décédé. Donc cette lettre du ministre, cette lettre circulaire dit clairement ceci, que dans les 24 heures qui suivent l'entrée d'un patient l'entrée ou le passage d'un patient dans un centre hospitalier, l'hôpital a le devoir de prendre en charge le patient avant de commencer à exiger éventuellement un paiement. Le paiement peut être une caution, ça peut être une assurance, ça peut être le paiement cash, ça peut être le règlement cash. Pourquoi une telle lettre circulaire? Ça permettait de régler en amont un problème qui aujourd'hui est en train de, comment je veux dire, de pourrir notre système de santé publique. C'est-à-dire que quand vous arrivez dans un hôpital public, quelle que soit l'urgence dont vous, comme vous avez si bien défini, on vous pose comme condition de payer d'abord, à défaut de vous n'êtes pas pris en charge. Et c'est ce qui s'est passé. Dès l'instant où une telle lettre existe, vous pouvez me dire que dans la gradation des actes administratifs, une lettre circulaire n'est pas un arrêté, ce n'est pas un décret, ce n'est pas une loi. Mais parce que cette lettre circulaire est destinée, elle aurait pu être une correspondance interne. Le principe hiérarchique dans l'administration veut que quand votre supérieur hiérarchique prend une disposition, vous l'exécutez d'abord et vous rendez compte des difficultés de l'application. En l'espèce, je dis 2 semaines après, la famille Moni Koumate est partie de PK13 ou PK14, ou je ne sais pas très bien d'où, de Mopi, est arrivée, en tout cas est passée dans au moins 200, dont un de deuxième catégorie et un de première catégorie. Je parle de l'hôpital de Nilan et de l'hôpital central, l'hôpital de référence de la Kentini, qui est un hôpital de premier degré. Il ne faut pas blaguer. Or, pourquoi l'émotion est si forte? Pourquoi cette affaire est si grave? Parce que s'il est possible que dans un hôpital, des personnes extérieures qui n'ont aucune qualification, qui n'ont aucune qualité, posent des actes qui en principe relèvent du corps médical, qu'il s'agisse d'une opération chirurgicale ou de l'éventration, comme vous l'appelez bien, pour trouver une qualification pénale contre cette personne-là. La question qu'on pose, in fine, c'est que faisait tout le personnel de cet hôpital-là? Et en l'espèce, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de négligence. Et que faisaient ceux qui filmaient? Très bien. Ceux qui faisaient ne sont pas du corps médical. Ne sont pas du corps médical. Moi, je vois. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Très bien. J'en sais rien. Pour vous empêcher d'éventrer quelqu'un. Élisant, je vous en prie. Soyons un peu sérieux. Charles, moi qui vous parle, et tu le sais, parce que toi et moi, je connais ailleurs. Je suis intervenu dans des cas où des personnes étaient en train de lécher un bonhomme qu'on considérait comme étant un bandit. Mais tu n'es non plus un policier. Attendez. Mais vous savez très bien. Charles, vous savez très bien. Vous savez très bien. Je suis obligé de te vous voir. On est sur un plateau de télévision. Vous savez très bien le risque que vous courez lorsque la foule se met en mouvement
et que vous intervenez alors que vous n'avez aucune qualité ni mandat. Très bien, Alex Gustave. Allez-y, maître, vous voulez intervenir en quelques minutes. Je pense que mon ami Alex fait beaucoup d'amalgame dans ses déclarations. Il y a de l'émotion et de la raison, et du coup, ça donne un mélange assez confus. Ce que nous pouvons dire, pourquoi cette affaire a provoqué... J'explique un point. Vous avez dit qu'il pourquoi n'y avait aucun acte, il n'y avait aucun texte. Pourquoi cette affaire... Débattons sur ce point-là. Pourquoi cette affaire a provoqué beaucoup d'émotions? Si cette affaire s'était passée dans un pays européen, c'est la femme qui a fait cette intervention sauvage qui aurait été poursuivie et même condamnée. Même si vous convenez avec moi qu'elle n'aurait pas pu le faire dans un pays. S'il vous plaît. Parce que justement, dans ces pays, tout a été mis en place pour que ces genres de soins soient administrés par des spécialistes. Et ils ont l'obligation et ils ont les moyens pour le faire. Alors, dans le contexte qui est le nôtre, ce n'est pas la femme qui a posé l'acte qui a choqué par son acte, mais c'est le fait que cela se soit passé dans un hôpital public en plein air, au vu aussi de tout le monde et de manière assez sauvage et barbare. Voilà ce qui nous choque. En fait, ça remet sur la table le problème de la santé publique. Concernant ce que mon ami Alex est en train de dire, il me fait penser à un oncle qui avait l'habitude de se plaindre de son épouse que pour chaque fin d'année, pendant que tout le monde mangeait le poulet et le riz, il dit « Mais pourquoi tu n'as pas fait le poulet et le riz aux enfants ?» alors qu'il n'a rien laissé pour cela. Alors une circulaire ne résout pas un problème de fond. Le problème de fond, ce sont les moyens. Ils ont été laissés à l'abandon. Il ne s'agit pas de dire aux professeurs, aux enseignants de bien encadrer les élèves pour qu'ils soient bien encadrés. S'il vous plaît. C'est toi qui disais tout à l'heure que ce ministre-là est celui qui a fait le Alex, moi je suis très attentif à ce que vous dites. Je vous en prie. Je vais terminer. Allez-y. Alex, je vais terminer. Je vais vous dire, vous savez dans quel pays nous sommes. Et vous savez que la maladie a touché tous les corps sociaux. Nous sommes dans un état sinistré. Parce qu'il faut le dire, le Cameroun est en train d'aller vers des situations qui risquent de devenir dramatiques. Et ça risque de s'aggraver. Nous avons perdu beaucoup d'argent avec l'histoire de Boko Haram. Le tourisme a totalement chuté du côté du septentrion. Attendez, madame, je vous en prie. Parce que tout se tient, tout se tient. Le tourisme a beaucoup chuté du côté du septentrion, de la zone septentrionale. Les recettes douanières qu'on pouvait tirer de ces échanges ont chuté, le prix du pétrole a chuté et nos revenus, nous sommes classés par les puissances, par les États-Unis comme un pays à haut risque, réduisant les fréquentations. Le déplacement de l'aéroport de manière temporaire à Simalène, s'il vous plaît madame, ça a obéré beaucoup sur nos finances. Et on se demande donc aujourd'hui où l'État prendra-t-il l'argent pour résoudre tous ces problèmes parmi lesquels nous avons en tête les questions de santé. C'est pour ça que je dis, ne faisons pas un procès à outrance au ministre Mama Fouda, qui est un bon gestionnaire, qui réussit quand même, avec le peu qu'il trouve, de faire ce qu'il peut faire. Je vous dis qu'il y a un problème général, nous sommes tous victimes. Parce que ce qui est arrivé à Mme Koumateke, je vais vous dire, j'ai été victime de cette situation il y a plusieurs années, et quand j'y pense, je peux même avoir les larmes aux yeux. Alors, doit périr sous vos yeux, par manque de soins, des personnes qui vous sont très chères. Donc c'est un problème réel. Et n'inculpons pas le corps médical. Ils ont été livrés à eux-mêmes. Mais finalement, personne n'est responsable. Non, je vous parlais de pouvoir. Il n'y aura pas de responsabilité. Il y aura des responsabilités, mais le cas de Koumateke, c'est un peu une forme de détonateur. C'est pas même pas un catalyseur, mais c'est un événement qui vient réveiller de notre sommeil. Mais qu'est-ce que ça va donner? Un conteneur est tombé sur un homme et son épouse à vers Lorbessou, parce que la route n'était pas bonne. Je viens de perdre un beau-frère, professeur de collège, Charles Niam, de regretter mémoire, en faisant le sport à 2 pas de sa maison à Meyomé, il faisait le sport à côté de chez lui. Un véhicule fou est venu le cogner. Pourquoi? Parce qu'on fait le sport directement sur la chaussée. Il n'y a pas de trottoir. C'est comme ça que beaucoup de Camerounais Très bien, je propose qu'on aille un peu vite, parce que le temps
s'écoule très rapidement. L'un des points forts du déroulement de cette affaire cette semaine, c'est justement la libération de cette dame qui a pratiqué Rose Taquet, voilà, qui a pratiqué donc cette césarienne de fortune, on va appeler ça comme ça. Elle est défendue par un collectif d'avocats, il y a le Croque-Mort également. Et de défenseurs des droits humains comme nous. Voilà, vous le dites. Et donc, cette dame a été remise en liberté. Quelle est votre réaction, Maître Martin Ombazing? C'est à vous que je vous posais la question. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui que cette dame peut être responsable de quelque chose dans ce qui s'est passé à l'hôpital La Cantine de Douala? Elle est responsable de l'acte qu'elle a posé, qu'elle ne devait pas poser. C'est un acte de désespoir, comme la presse semble présenter cet acte-là, un acte de désespoir. Vous savez, je suis déjà d'accord avec Maître. En fait, il faut qu'on sorte un peu du folklore. C'est-à-dire que les problèmes sont plus profonds que cela. C'est-à-dire que l'affaire de cette dame, pour moi, vient comme un détonateur. Ça vient nous réveiller pour dire que essayons de faire avec le peu que nous avons. Parce qu'en réalité, je vous dis, je l'ai toujours dit, l'économie nous rattrape toujours. C'est-à-dire que, est-ce que le Camerounais est capable de vivre et d'accrocher le sac à l'auteur de son épaule? Je ne pense pas. Je pense que ce qui nous rattrape aujourd'hui, madame, c'est les rêves. J'appelle ça les rêves. Le Camerounais rêve beaucoup. Je vais vous raconter une petite histoire. Il y a de cela 15 ans, j'étais à l'université avec un Burkinabé. Et à l'époque, on faisait un peu des petites affaires et de vente aux enchères en France. Et il achetait les motos bécanes. Ce n'est même pas des équivalents des motos. À l'époque, c'est des docteurs qui allaient faire des cours de philo à la fac en moto bécane. Moi, j'étais Camerounais. Honnêtement, je me moquais de lui. Je me disais, mais un professeur qui va faire... Bon, 20 ans, 25 ans après, la moto est devenue une locomotion. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que on peut même avec nos moyens faire certaines choses. Parce que ce qui se passe ce jour-là, c'est que même si Maman Fouda a raison pour dire que c'est pas les médecins, pas le corps médical en lui-même qui est responsable, c'est peut-être c'est l'organisation administrative de l'hôpital qui est. Parce que quoi? S'il y a un vigile, le vigile coûte cher. Moi je préfère parler d'un agent d'État parce que je vous ai dit, faisons attention avec ce que nous faisons. Le Cameroun rêve beaucoup. Nous avons développé la sécurité privée, alors qu'au bon vieux temps, c'était des fonctionnaires, un agent d'État qui était là, planqué, à qui on donnait un boulot, à vie qui permettait de... Aujourd'hui, nous avons opté pour le gardiennage privé. Bonjour les conséquences. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce jour-là, s'il y avait eu, ne serait-ce qu'un vigile ou un gardien, cette dame n'allait jamais pouvoir faire ça. Donc en fait, moi je pense qu'au jour d'aujourd'hui, n'essayons pas, s'il vous plaît, de pointer du doigt un tel ou un tel. Ce qu'a dit Maître, cette analyse est profonde. Et il ne faut pas seulement regarder les choses comme tous ces gens qui défilaient ce jour, qui créaient ce jour-là. Lui parle de la macro, du problème de façon macro. L'État. Donc macro global. Oui. Donc, le responsable. C'est-à-dire que c'est tout un système qui doit être remis en cause. Et ce qui est arrivé à la Cantine est ce qui arrive tous les jours. Tous les jours, dans des domaines ou dans des secteurs différents. Mais simplement, ça n'a pas la même aura du fait que ce n'est pas un être humain qui vient éventrer le ventre d'une... Beaucoup de gens meurent dans les hôpitaux parce qu'il n'y a pas eu des aiguilles, un comprimé. Donc ce que je vais dire en fait, c'est que les choses se sont déjà apaisées. Et il faudrait que, petit à petit, je pense que tout le monde sait que même si le ministre... Une petite parenthèse pour appuyer ce que vous dites. Dernièrement, je n'ai pas pu aller au travail lorsque j'ai appris que 6 élèves au lycée de Loum ont été tués sur la chaussée, sur le trottoir. En fait, ils marchaient par un véhicule fou. Et nous avons des élèves, 6 élèves tués comme ça. C'est pour vous dire qu'en réalité, ce problème interpelle beaucoup plus notre société tout entière. Je veux dire que aujourd'hui, moi, je préfère ne pas pointer du doigt un tel ou tel. Ce que je sais, c'est que nous devons mettre une organisation et surtout essayer de voir aussi dans la maison de nos hôpitaux si effectivement ce soit des médecins qui soient les mieux placés pour administrer les hôpitaux. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une réflexion profonde sur l'administration des hôpitaux. Je pense qu'il serait mieux de donner cette charge à des gestionnaires pleins que de donner à des médecins. Parce qu'on se rend compte au jour le jour que l'intensité
des problèmes aujourd'hui qui se posent dans les hôpitaux ne relèvent plus uniquement du fait que je suis médecin ou je suis... C'est devenu des managers pleins qu'on doit mettre à la place de ces hôpitaux. D'accord. En vous entendant parler tous sur ce plateau, vous accordez peut-être sur la question, il n'y aura peut-être pas de responsable à proprement parler dans cette affaire Koumateke. Donc, si vous dites tout un système qu'on doit remettre en place, qui doit refaire le système? On parle de qui? De l'État. Je préfère d'abord commencer par Elisan. Est-ce que vous avez une réaction à ce propos? Qui doit refaire ce système qu'il faut totalement refaire, revoir le système sanitaire, les routes et tout ça? Qui doit le refaire? Madame, un système, c'est-à-dire une organisation est le reflet des hommes qui l'animent. Oui. Un système, ce sont des hommes. L'hôpital, vous avez beau avoir les meilleurs médecins qui viennent des grandes facultés, mais il y a d'abord la volonté de servir. Il y a des métiers que les gens doivent comprendre que c'est le sacerdoce. Maintenant, à côté de ça, c'est un problème de santé générale, la couverture sanitaire universelle pour tous les Camerounais. Quels sont les mécanismes qu'il faut mettre en place pour qu'un Camerounais lambda puisse rentrer dans un hôpital, même s'il n'a pas d'argent, et être pris en charge? Ça veut dire qu'il faut mettre en place tout un système qui va englober et les assurances, et les banques, et la volonté de l'État pour que ce système-là se mette en place. En ce qui concerne l'affaire Koumateke, je continue à dire, si nous cherchons à pointer du doigt les responsables, tels les responsables, nous n'allons pas nous en sortir. La responsabilité commence par nous-mêmes, madame. Moi, j'ai mal d'attendre quelqu'un qui dit qu'il allait faire le sport sur la chaussée, il a été cogné par un véhicule. Et pour dire après que parce qu'il n'y a pas d'air de sport, non, alors qu'on a un parcours vita. Vous ne vous ferez jamais écraser au parcours vita. Un parcours vita pour ça. Et le 2, je n'ai pas fini avec s'il te plaît. Je n'ai pas fini. Avant d'entendre ton constat. Moi j'ai mal d'apprendre qu'un véhicule a fait un accident parce qu'il n'y avait pas de route. S'il n'y avait pas de route, comment est-ce qu'un véhicule roulait donc sur quoi? Donc, en fait, ce que je voudrais dire, c'est qu'on a toujours l'impression de faire comprendre que la responsabilité, c'est l'autre. L'enfer, c'est toujours les autres. Non. Notre société commence par nous-mêmes. C'est pour ça que je dis, quand nous allons nous poser les vraies questions, et que les défenseurs des droits humains, et que les journalistes, et que tous ces gens vont pouvoir s'asseoir et poser les vraies questions, nous allons retrouver des solutions. On ne peut pas passer le temps à dire que c'est l'État la cause, c'est l'État la cause, non. Quand vous allez faire, excusez-moi, quand vous remettez des moustiquaires gratuitement, et que vous les avez, moi j'en ai reçu. Mais je n'ai jamais installé ça chez moi. J'habite Newbel, où il y a des moustiques. Si je le parle demain, je dirais que c'est à cause de l'État. Très bien, Elisa. On va sortir par vous, Alex Duval, ça veut dire rapidement pour continuer cette émission et les autres thématiques. Non, il est clair que la chose minimale sur laquelle on peut tous être d'accord, quelles que soient nos divergences d'opinion ou idéologiques, c'est que ça ne peut plus continuer comme ça. Je suis heureux d'entendre quelqu'un comme mon frère Mbazine dire que nous devons réapprendre à organiser notre rapport avec les ressources collectives en fonction de ce qui existe permet de faire. On peut avoir peu et faire bien. Et cette responsabilité, contrairement à ce que mon frère Charles dit, ça incombe au leadership, qu'il soit politique, social ou culturel. Vous ne pouvez pas attendre des enfants à qui vous avez passer le temps à montrer qu'on est capable de vivre au-dessus de ses moyens. Qu'eux, ils fassent les réformes de structure personnelle auxquelles ils n'ont pas été habitués. Regardons notre État, le niveau de ressources qu'on consacre à des choses qui ne sont pas essentielles dans ce pays. Et tel que parfois, on a de la peine en tant que citoyen informé. Le budget de la santé, le deuxième après celui de l'éducation. Oui, mais on peut avoir un budget important. On peut avoir un budget important, Charles. Mais les emplois sont mal destinés. Je vais prendre juste un indicateur. J'ai discuté avec des médecins qui me disent une des choses qu'ils reconnaissent au professeur Mamafouda, à M. Mamafouda, c'est que sous son ministère, parce que ça fait bientôt 10 ans qu'il est là, il est là depuis 2008 ou 2007. L'une des choses qu'ils lui reconnaissent, c'est que le taux de couverture sanitaire en termes d'infrastructure a cru. Ouais. Mais à l'intérieur de ce système-là, la mentalité fonctionnelle, le comportement, et qui est la chose centrale dans le service médical, c'est totalement d'éviter. Donc vous allez me demander pourquoi. Très rapidement, je chute sur ce point. Charles, je chute sur ce point. Je chute sur ce point.
comment je vais dire, la loi qui organise les opérations du corps de l'ordre des médecins, il est dit par exemple que pour sanctionner un médecin du public, il faut préalablement obtenir l'autorisation du ministre de la Santé qui est l'employeur. C'est-à-dire que la commission disciplinaire de l'ordre des médecins, même si on relève des négligences, des fautes professionnelles, comme dans le cas d'Onkana, oui. l'ordre de médecins peut agir plus aisément quand il s'agit de quelqu'un du privé, mais pour que un médecin du public, parce que l'ordre de médecins ne s'occupe que des médecins, ne s'occupe pas des infirmiers. Il y a un ordre des infirmiers. Des pharmaciens. Ce type de loi qui existe tel quel, manifestement pour protéger, je ne dis pas une caste, mais pour protéger, non, on peut trouver le nom, je vais utiliser ce mot-là, doit pouvoir être réformé pour amener même les employés du public à ne pas s'effacer derrière la puissance publique qui est l'État et être totalement irresponsable comme on le voit aujourd'hui. Merci Alex Gustave Azebazé. Nous allons malheureusement sortir de cette thématique. Les enquêtes se poursuivent, les investigations aussi, et certainement que la famille, elle, voudrait savoir qui peut être responsable dans le décès de cette jeune dame. C'était le 12 mars dernier. On aborde la deuxième thématique de ce dimanche, l'actualité autour de l'opération. Je vais donner la parole au juriste pour conclure. Le juriste a parlé avant. Le juriste a parlé, mais le juriste a parlé. On est malheureusement pris par le temps, maître, et puis on a un sujet qui va beaucoup intéresser certainement le juriste maintenant. On parle de l'opération Épervier avec la dernière sortie du ministre de la Communication. C'était au sujet de la publication de l'ouvrage de Urbain Olangena Awono intitulé Mensonges d'État, des airs de République au Cameroun. Ce sujet revient cette semaine parce qu'une autre victime de l'opération Épervier a elle aussi fait une autre sortie. Il s'agit de Jean-Marie Atankana Mbara qui a donc adressé une lettre ouverte à Issa Chiroma Bakari au sujet donc de cette sortie-là. Vous avez certainement lu cette lettre, vous, Alex Gustave Azebazé. Comment est-ce que vous avez perçu cette autre sortie de Jean-Marie Atankana Mbara, cette lettre adressée au ministre de la Communication? Bien sûr que je l'ai lu, Albertine, et je suis malheureux de constater que notre pays, notre système public en soit réduit à des effets de monstres de ce type-là. Ce n'est pas la lettre du ministre Atankana Mbara, en tout cas, ou du détenu Atankana Mbara qui me choque. C'est le choix du principal responsable, en tout cas l'un des plus hauts responsables de l'État. Parce que quand on est ministre, quelle que soit l'origine ministérielle, on est un très haut responsable de l'État. On ne peut pas se permettre de vouloir s'exprimer surtout à temps et à contre-temps. Voyez-vous, quand un ministre, au lendemain de la publication d'un ouvrage par un citoyen, fût-il en détention ou libre, se permet d'intervenir, il doit se donner la peine de s'assurer que les faits de son intervention sont incontestables. Parce que c'est de la crédibilité de la parole publique qu'il s'agit. Et on parle là du ministre de la Communication, ministre en charge de la communication de l'État du Cameroun. De manière ramassée, la correspondance ou la lettre ouverte du ministre de l'ancien secrétaire général de la présidence rappelle simplement au ministre de la Communication qui s'est trompé. Que vous, quand vous voulez parler, cherchez à savoir de quoi vous parlez. Ne parlez pas pour parler. Je trouve que c'est... Quand c'est nous qui le disons, on dit non, vous n'avez pas l'expérience de l'État, vous ne pouvez pas parler comme ça. Si vous aviez été là, vous ne feriez pas mieux. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je note, et il le dit de manière d'un ton assez sarcastique. Il dit, mais monsieur le ministre, et c'est un ancien ou responsable de l'État, il se libère de l'obligation de réserve qui incombe à des hauts commis de l'État à certains niveaux. Il rappelle un de ses... ayant été ancien ministre, il rappelle à un de ses... je ne sais pas si je dois dire un de ses collègues. Oui. Il lui dit, vous qui êtes assis, si la justice faisait très bien son boulot, il n'est pas certain que vous ne seriez pas à la place où je me trouve aujourd'hui et dont je conteste. Il rappelle un fait. Il dit, les 400 millions de francs de la société sud-africaine Transnet, où il y a 400 millions de francs transférés par la société Transnet, une société sud-africaine, dans le cadre du conflit sur
sur l'indemnisation du crash de 1996 chez nous, que eux, quand c'est dit par une telle personnalité qui était ministre à l'époque, M. Atana Mabara était ministre de l'enseignement supérieur à l'époque, et après cela il est devenu secrétaire général de la présidence, que 400 millions ont été virés par une société privée dans le compte personnel de ce ministre. Une société, à l'époque il était ministre, le ministre de la communication était ministre des transports. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le ministre de la communication, mon ministre, a prêté le flanc à ce que un détenu questionne davantage la régularité ou l'équité dans les procédures qui sont aujourd'hui engagées à l'encontre de l'homme. Et demain, quand ces personnes vont dire que l'opération Épervier est à tête chercheuse, on ne va pas dire qu'ils n'ont pas de fait. Maintenant, il est de la responsabilité du ministre, au moins du ministre de la Communication, à défaut du je sais pas qui, du ministre de la Justice ou du procureur de la République, de dire à l'opinion que ce que M. Atangana Mabara dit au sujet de l'ex-ministre des Transports n'est pas exact. Alors, Maître Kengoum, est-ce que vous comprenez, vous, l'opportunité de la sortie du ministre de la Communication au sujet d'un livre qui a été publié par un Camerounais? Est-ce qu'il y avait une opportunité vraiment de faire une sortie pour... C'est vrai que le ministre de la Communication dit qu'il est venu faire une mise au point par rapport à des thématiques qui ont été développées dans cet ouvrage et qui, selon le ministre de la Communication, pourraient amener des populations à voir l'opération Épervier comme quelque chose qu'elle n'est pas. Est-ce que vous comprenez cette opportunité du ministre de la Communication de faire une sortie à propos? Le ministre de la Communication, de ce qu'il dit de lui-même, qu'il est le porte-parole du gouvernement, mais nous n'avons jamais lu ou écouté un texte qu'il officialise à cette fonction. Mais étant donné qu'il est le ministre de la Communication, communiquer veut dire donc mettre en rapport, de porter des informations vers. Cela on peut donc le considérer comme le porte-parole. S'il est le porte-parole du gouvernement, il doit se comporter comme le veut son mandant. Son mandant ici, c'est le chef de l'État, puisque c'est le chef de l'État qui choisit les ministres, qui nomme les ministres à leur fonction. Alors, le chef de l'État, c'est quelqu'un qui a un discours assez apaisé. Parfois, il le dit avec beaucoup d'humour, comme quand il a dit « me voici à Douala ». Une autre fois, il a qualifié les hommes politiques d'apprentis sorciers, un mot qui veut dire effectivement ce qu'il voulait dire. C'est quelqu'un qui utilise beaucoup d'humour, mais il n'attaque jamais, il n'insulte pas. Or, sous le couvert de sa fonction, M. Chiroma déborde parfois et assez régulièrement pour dire des choses extrêmement graves qui peuvent mettre le feu à la République. Souvenez-vous de l'histoire de Bibi Ngota qui nous est restée jusqu'à aujourd'hui au travers de la gorge. Il s'est permis de dire d'un monsieur qui avait été arrêté arbitrairement qu'il est mort de sida. Est-ce qu'on meurt de sida en 48 heures? C'était choquant. Est-ce qu'on lui avait dit de le faire? Il traite des ministres très haut placés, qui ont été très haut placés, des minables, c'est-à-dire des personnes médiocres, des personnes médiocres, des personnes... alors, est-ce qu'il a reçu mandat de traiter les autres de minables? C'est très grave ce qu'il a fait. Moi, je ne peux pas vous cacher. Si nous nous respections un peu, le chef de l'État devrait le démissionner. Parce qu'il fera... Donc alors, le problème, c'est le contenu de la communication. Non, nous ne sommes pas de la même chose. C'est le système. Non, parce que le ministre Chiroma, je vous ai bien dit, je suis juriste. Nous avons une démarche logique. Il ne s'exprime pas en son nom propre. S'il voulait s'exprimer en son nom propre, il porterait sa casquette de président d'un parti. Il s'exprime généralement, et dans cette affaire, comme ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement. Donc tout ce qu'il dit engage le gouvernement. Est-ce que le chef de l'État l'a envoyé traiter ses enfants d'hier de minables? Aucun ministre jusqu'ici n'a osé traiter d'un nom vilain tous ces gens qui sont pris dans l'opération Épervier. Et permettez-moi de vous le dire, le chef de l'État, je ne suis pas son porte-parole ni son représentant, ne doit pas être très à l'aise devant toutes ces arrestations, parce que ce sont des gens à qui il a confié des missions très très importantes, des gens pour qui il avait une affection très particulière. Alors, à quel niveau ces gens l'ont déçu, on ne le sait pas. Mais toujours est-il dit que même ceux qui sont au gouvernement aujourd'hui se méfient de s'immiscer dans cette relation,
Parce que le prisonnier d'hier peut revenir aux affaires à des fonctions insoupçonnées. Et c'est là où Famendongo, le ministre Famendongo, avait raison de dire que ce sont ces créatures. Donc il est le créateur de ces personnes. Il peut en faire ce qu'il veut quand il veut. Mon problème en ce moment, je pense que Issa Chiroma multiplie tout ce qui est possible pour ne pas quitter sa fonction, parce qu'il sait que s'il revient au quartier, il aura beaucoup de choses à dire aux gens. Pour moi, en conclusion, ce qu'il a dit de ses anciens collègues est blâmable, est condamnable et mériterait d'être sanctionné par celui qui l'a nommé à cette fonction. Voilà ma conclusion de cette affaire. Très bien, Maître Kengoum. Martin Banzing, le ministre de la Communication a insisté sur un fait, l'opération Épervier n'est pas une opération à tête chercheuse. Contrairement à ce qu'a laissé croire l'auteur du livre Mensonges d'État, Urbain Olangana Wono, qui estime que l'opération Épervier est une manœuvre mise en place par le système, par les anciens collègues, pour essayer d'écarter tous ceux qui ont des ambitions un peu trop grandes. Qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui? Nous sommes à une douzaine d'années après la mise sur pied de cette opération. L'opération Épervier, vous pensez que c'est une opération à tête chercheuse, c'est une opération qui est vraiment là pour assainir les mœurs économiques au Cameroun? Ça, c'est une bonne question, mais difficile à répondre, hein, vu le contexte et vu tout ce qui est en jeu aujourd'hui. Ça peine, moi je vais vous dire véritablement. On ne sait plus trop de quoi ça peine nos populations. Je pense que aujourd'hui on est blasé, on ne sait même plus où leur mettre la tête. Je crois que c'était une très bonne intention, mais je pense qu'on a perdu beaucoup de temps pour rien. Je veux dire, lorsque vous voyez que des hauts commis de l'État, des gens qui occupent des hauts postes, s'engueuler presque comme des enfants. Quel exemple pour nos enfants? Je pense que c'est tout à fait normal qu'à chaque fois qu'il y a un vrai sujet de société au Cameroun, on brandit des choses qui n'ont rien à voir avec les vrais problèmes des Camerounais. La morale, l'éducation. Que voulez-vous que leurs enfants fassent? Mais justement, l'opération Épervier, c'est pour la lutte contre la corruption. Mais la corruption fait partie de la morale, madame. Madame, la corruption, quand vous êtes bien élevé, quand vous avez des bonnes valeurs, vous ne volez pas. Hein? Ou alors vous ne prenez pas ce qui ne vous appartient pas. Je vous dis que nous sommes dans un pays où, tant qu'on n'a pas remis à plat ce qu'on appelle les valeurs morales qui se déclinent, qui déclinent par la gouvernance, la bonne gouvernance, on ne s'en sortira pas. Est-ce que vous trouvez que ce spectacle est normal? Vous vous imaginez que vous êtes en train aujourd'hui de demander aux Camerounais de croire en l'émergence, de croire au redémarrage de notre économie, de croire à ce que demain après-demain, l'on puisse transformer certaines choses de façon et dire que entre deux ministres, entre un qui est ou deux qui sont en tôle et ceux qui ne sont pas en tôle, ils s'étudient. Alors que d'hier encore, ils étaient assis autour d'une même table. Nous, ça nous aide. Moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que le chef d'État propose pour que les Camerounais vivent mieux aujourd'hui et demain. Alors, ces gens-là hier n'étaient pas aux affaires, comme l'a dit le ministre Atana Mabara. Chacun y rasait les murs. Maintenant qu'il est aux affaires, de grâce quand même. Et je pense que l'absence de bonne gouvernance est le résultat. Si dans un gouvernement où toutes les semaines, comme ça fait partout ailleurs, on canalise, on cadre le travail de ces ministres qui bavardent beaucoup et qui bavardent trop, c'est parce que moi j'ai l'impression qu'un jour comme ça, il y a un événement, il parle de son bureau, il convoque la presse et il communique. Non, vous voyez que même, prenons l'exemple de la France. On ne peut pas faire autrement puisque c'est la France que nous les compions beaucoup. Vous voyez le porte-parole du gouvernement sortir tout seul et venir devant le président de l'Élysée et commencer à communiquer ou bien enclencher une conversation sans avoir l'autorisation du Premier ministre et donc du président de la République. Mais nous pensons aujourd'hui que ces informations sont là pour mettre du feu dans le pays parce que, au fait, ce que Maître dirait, nous ne savons plus exactement, comme d'ailleurs, il roule pour qui? Pour qui roule-t-il? Parce que ça, c'était un non-problème. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, lorsqu'un enfant, on vous dit souvent que lorsque vous voyez un fou, il prend les. Si vous démarrez comme le fou parce que vous l'avez, on va dire que vous êtes aussi fou. Vous tapez quelqu'un pour refuser. Donc, ça veut dire aujourd'hui quoi? Ça veut dire qu'il va certainement mieux parler que moi, c'est un politique. Mais je pense que le président de la République n'a pas besoin de ça. Je vois qu'il y a tellement de chantiers aujourd'hui que lorsque les gens sont là, un peu calmes, malgré les difficultés, on en rajoute. Parce que cette histoire a encore entraîné aux yeux des Camerounais, en dépend de tout ce qu'on leur demande aujourd'hui de faire, d'appeler, de dire ceci ou cela. Moi, je ne vais pas prononcer ce mot-là. Vous ne trouvez pas que tout ça est d'une déconcertation nulle part ailleurs? Et ce sont des ministres de la République. Il le disait tout à l'heure, quand on est ministre, c'est qu'on a été choisi, c'est qu'on pense refléter quelque chose, une image positive. Mais là, ce que nous voyons aujourd'hui, malheureusement,
ait le contrôle de tout ça. Donc, je pense qu'il appartiendra à M. Zang de nous dire quel changement dans un gouvernement on fait lorsqu'il y a une telle cacophonie. C'est à lui que je vais poser cette question. Il est quand même important de savoir pourquoi est-ce que nos ministres sont en prison, des ministres qui clament leur innocence. Comment est-ce que vous percevez l'opération Épervier aujourd'hui? Vous pensez que nous sommes toujours là dans la lutte contre la corruption, nous sommes toujours là pour assainir les mœurs économiques, ou alors nos ministres ont raison de penser qu'il y a un complot derrière cette opération, qui se cache derrière cette opération, Elisan? Quel ministre qui pense qu'il y a un complot? Ils sont tous Jean-Marie Atangana Mebara, Ebon Langana Wono, Marafa Midouyaya, tous s'accordent sur le fait qu'il y a un complot derrière l'opération Épervier, que ce ne sont pas... Le Premier ministre Idonie a dit que c'est Dieu qui va régler. Heureusement que le Dieu est pour tout le monde. Bon, en fait, ce que je voudrais dire, madame, c'est que il faut qu'on apprenne aussi. Je vous ai dit, tant qu'on va toujours chercher à jeter la responsabilité sur les autres, on ne va pas s'en sortir. Issa Chiroma Bakari est le ministre de la Communication. Le ministre de la Communication est là pour rapporter la parole du gouvernement au public. Justement, le problème au Cameroun, c'est que quand on nous a habitués à une certaine manière de vivre, quand une autre manière arrive, nous sommes choqués. Issa Chiroma fait son travail. Mais parce qu'on a toujours eu à avoir l'habitude des ministres de la Communication qui ne communiquaient pas, qui ne communiquaient jamais et qui laissaient les médias, c'est-à-dire les journalistes, décider, dire ce qu'il faut dire ce qu'il ne faut pas dire, les vérités, les contre-vérités, et ça allait dans tous les sens. Aujourd'hui, on a un ministre qui parle. Et pourquoi Issa Chiroma Bakari parle? Parce qu'on a aussi un autre acteur dans la communication qui est déjà là, les réseaux sociaux. C'est ce que je vous dis. Donc Issa Chiroma est dans son rôle de protéger la parole gouvernementale tout en essayant de stabiliser les choses au niveau social. Il faut revenir à l'opération Épervier. Épervier. Maintenant, pour revenir à l'opération Épervier, ce que je veux dire, c'est que les Camerounais, quoique détenus, ont le droit d'écrire ce qu'ils veulent écrire. 2, ces Camerounais ont été aux affaires à un certain niveau, à un haut niveau, ils ne l'ont pas écrit. 3, comme tous les prisonniers, quand ils veulent de temps en temps le prisonnier Nobel, tous sont innocents. Je ne dis pas les prisonniers, pas de cela, pas de ceux qui veulent que les prisonniers Nobel sont innocents alors qu'ils savent ce qu'ils ont fait au quartier. 4, le ministre Chiroma Bakari est justement en train de répondre à un de ces détenus de luxe. Parce que ce que vous devez aussi comprendre, c'est que quand un Jean-Marie Atangana écrit quelque chose sur la gouvernance, sur le système politique du pays, ayant été un des acteurs dans ce système, on a envie de lire. Et maintenant, il s'agit aussi du rôle du gouvernement de se défendre et de dire non, ce que l'autre dit n'est pas toujours ça. Et c'est ça le rôle de Issa Chiroma. Bon, maintenant, les petits mots minables qui sont des uns sont plus Camerounais, oui, c'est effectivement entre eux. Quand ils prenaient les champagnes ensemble, en fait, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que ce que je voudrais dire aussi pour mon frère, c'est que l'éducation de la morale pour nos enfants commence d'abord par nous les parents. Le premier socle, c'est la famille. C'est ça. Bon, si nous laissons les réseaux sociaux, l'État et les autres éduquer nos enfants, nous aurons le fruit de ce que nous voulons. Pour finir, l'opération Épervier pour moi est une bonne chose. Et ceux qui pensent qu'il s'agit d'une opération à tête chercheuse, eh bien, ils sont libres de dire ce qu'ils veulent dire. Mais le président Biya, avec ce qu'on a dit, est laxiste et tout, maintenant qu'on met en œuvre quelque chose qui va assainir les mœurs, pourquoi est-ce que j'en trouve que c'est pas bon, que c'est à tête chercheuse? Oui, j'ai juste un indicateur. Moi, personne au fond de cette table, ni Célestin, ni mon ami voisin, n'a dit que l'opération, que toute démarche institutionnelle, qu'elle soit juridictionnelle ou administrative, qui vise à assurer la protection des biens publics est une mauvaise chose. Personne ne l'a dit. Il n'y a pas dit qu'on l'avait dit. Oui, personne ne l'a dit. Mais ce qui est questionné, et quand M. Atangana Mebara dit écrit. 400 millions. Oui. Quand il écrit comme ça, là, nous, là, on est un peu embêtés. Mais pour le cas, un exemple. Alex, oui. Je veux bien être détenu aujourd'hui pour la gestion en tant que directeur des impôts. Mais il s'est toujours pas bien avoir détourné 400 millions, donc vous dites, et après répondre. C'est pas moi qui dis, c'est les éléments dans lesquels il y a un juriste à côté de nous. La présomption d'innocence existe quand même. Je voulais dire qu'en tant que citoyen, mais en tant qu'aussi quelqu'un qui observe la gouvernance publique, il est important que les process en chaque domaine d'activité publique soient insusceptibles de variation en fonction des personnes.
dès l'instant où il y a un doute, où il y a une question, il y a une possibilité de questionner l'application de la loi entre deux ou trois personnes ayant pratiquement... Allez, je ne suis pas d'accord. Je dis dès l'instant où il y a... Je n'ai pas dit Charles. Non. Dès l'instant où il y a une question, il est susceptible qu'il soit questionné. Là, comment je veux dire, l'équitabilité de l'application de la loi. Pourquoi penses-tu à manque détourner 400 millions? Pourquoi penses-tu? Moi, je le dis pas. Dit. Non, ce sera à lui de se défendre, ce n'est pas à moi, vraiment. Oui, allez, je vous en prie. Mais je rappelle qu'avant que M. Atangana Mebara le dise, il y a un ancien député du RDP qui est aujourd'hui en exil, Mila Souté, qui avait déjà écrit sur une affaire pareille. Donc, moi, c'est pour moi. Pour moi, c'est un détail. Pour moi, c'est un détail. Oui. Parce que c'est même léger par rapport à d'autres cas que... Un franc de détournement, c'est bon, un Alex, je conclue en disant que on peut améliorer l'opération épervier et Maître Tchungan qui vient de commettre le passe-bâtonnier de l'ordre de mes amis Célestin a combien de livres où il a quand même fait une sorte d'audit libre du système judiciaire camerounais où il dit que s'agissant de l'opération épervier, depuis qu'elle est mise en œuvre, tout à l'heure elle a dit 12 ans, le niveau de ressources publiques qui a été utilisé ou dépensé pour relativement aux résultats est inversement disproportionné. Parce qu'il a été récupéré environ 11 milliards. C'est vous qui parlez de 11 milliards, ce n'est pas le 3 milliards. Ce n'est pas le 3 milliards. Mais qu'on a déjà dépensé pour cette affaire-là, plus de 70 milliards. Oui. Alors, quel est ce business, ce marché? En économie, c'est notre marché. Vos amis banquiers, cet argent volé, il faut aller à plus d'efficacité, et l'efficacité de chaque chose, c'est le résultat et la performance. Merci. Allez-y, maître, allez-y. Vous voulez réagir au propos d'Alex Gustave Ezabi? Non, je ne voulais pas réagir. C'est lui qui réagissait par rapport Ok, d'accord. Je reviens donc avec la question. Quel peut-on accorder justement à ces sorties de ces prisonniers de luxe? Ils donnent quand même des informations qui peuvent être prises au sérieux des informations donc, qui reviennent sur les charges qui sont retenues contre eux. Ils estiment qu'ils sont libres, ils donnent des informations qui peuvent le décrire. Qu'est-ce que vous pensez de ces sorties-là? Est-ce qu'on peut penser que c'est une revanche et ils ont le droit de parler, ce qu'ils disent ne peut pas être pris au sérieux parce qu'ils ont été dans les affaires? Comment est-ce qu'on peut qualifier ces sorties-là? De mon point de vue, et je vais vous le dire franchement, j'admire beaucoup de ces prisonniers politiques en dehors d'un qui a beaucoup écrit et qui a même trop écrit. Je ne cite pas de nom. Je les admire beaucoup parce que avoir occupé la fonction de ministre secrétaire général à la présidence de la République, ça veut dire qu'on a toute la République, on a toutes les informations sur presque tout le monde. Que des gens comme M. Atangana Mebara aient gardé le silence pendant tant d'années signifie quand même qu'il faut leur tirer un chapeau en matière de l'obligation de réserve qui pèse sur tout commis de l'État. Il faut lui tirer le chapeau, à lui particulièrement. L'ancien ministre, M. Abba, ayant été aux finances, connaît la plupart de nos opérateurs économiques et leur tripatouillage. Bon, il connaît aussi les mouvements d'argent concernant les hauts commis de l'État. S'il voulait déverser ces choses sur la place publique, je pense qu'il y aurait une implosion irrattrapable. Donc, d'une manière générale, je peux même plutôt les féliciter de la réserve qu'ils observent depuis leur incarcération. Maintenant, ça c'est par rapport à l'obligation de réserve. Maintenant, quant au contenu, à savoir que l'opération épervier est une opération intérieuse, je vais faire une légère parenthèse pour dire que l'analyse que vous avez tirée de la lecture de l'ouvrage de M. le bâtonnier Charles Tchungan ne me paraît ni opportune ni solide. Pourquoi? Parce que on ne peut pas apprécier une opération comme celle-là
sous le prisme de l'argent dépensé par rapport à ce qui a été encaissé. Ce n'était pas une opération de recouvrement. C'était pas une opération de recouvrement, c'était une opération d'assainissement. C'est ça, il faut faire très attention. L'assainissement peut coûter même 20 fois plus cher que ce qu'on encaisse. Parce que, en fait, ce qui est poursuivi, c'est que cela serve d'exemple. Est-ce que cette opération a vraiment servi d'exemple? C'est la question. Nous pouvons dire de manière grossière, de manière brutale que non. L'opération Épervier n'a pas contribué à l'assainissement des mœurs et surtout des mœurs des hommes politiques ou des gestionnaires de nos fonds publics. Pourquoi? Parce que le choix des hommes continue à être dicté par des considérations qui ne sont pas l'honnêteté, la compétence, l'intégrité. Lorsque je fais un petit retour en arrière par rapport à l'histoire du corps médical, nous avons des médecins qui sont extrêmement dévoués, des infirmiers qui sont extrêmement dévoués. Mais tout se passe dans la fonction publique comme si des postes n'étaient réservés qu'à une catégorie bien déterminée de personnes. Cela veut dire que malgré tous vos efforts, on ne vous voit pas. Au contraire, même vous courez le risque d'être sanctionné parce que vous vous efforcez de bien faire. À une certaine époque, on a vu des enseignants, on a vu des médecins, des infirmiers dévoués pour la cause des malades et que ces gens sont restés gravés dans nos esprits jusqu'aujourd'hui. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus le faire puisque celui qui fait bien est sanctionné. S'il faut arriver au travail à 7h30, celui qui arrive à 7h par rapport aux amis, aux collègues, celui-là sera mal vu, on va plutôt le sanctionner. Donc le vrai problème revient au chef de l'État. Est-ce que le chef de l'État, qui est quand même le patron de la locomotive du Cameroun, a décidé de faire des choix d'hommes intègres et compétents? Parce que je peux vous dire, et ça c'est un homme qui est intègre et compétent, même avec peu de moyens, réussit quand même à sortir un certain nombre de résultats. Même par la persuasion. Permettez-moi de vous relancer, maître. Que dire de la connotation politique que ces prisonniers accordent à l'opération Épervier? Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose de politique dans cette opération, même si elle n'a pas pu assainir les mœurs? Je vous renvoie sur cette question à la sortie remarquable du ministre Paul Atangandji dans Cameroun Tribune il y a quelques jours. Il a répondu à ces gens. Ce sont des gens qui avant n'existaient pas. C'est Paul Biya qui les a sortis du néant pour faire d'eux ce qu'ils sont. Il a aussi relevé que ce ne sont pas des personnes qui, au sein du parti, ont fait montre d'un zèle assez particulier pour défendre la cause du régime, comme M. Zan le fait si efficacement, même s'il confond la notion de trottoir à la chaussée. M. Zan, la plupart de nos routes qu'on fait ici, il n'y a pas de trottoir. Et s'il vous plaît, Monsieur Sarkozy ne faisait pas son footing dans un parcours vital. Dans tous les pays du monde, s'il vous plaît, Monsieur Zan, je vous en prie, Monsieur Zan, lorsqu'on fait le trottoir est prévu pour les piétons. Et il y a des aménagements qui protègent, qui doivent protéger. Monsieur Zan, vous êtes en train de poursuivre le risque. Vous ne savez pas que vous pouvez être demain victime de ces choses? De quoi? On dit des choses qui vont améliorer notre mieux-être. Vous défendez n'importe quoi. Celui qui fait le sport en non, monsieur Zan, c'est n'importe quoi. Des enfants sont tués parce qu'ils marchent sur la chaussée. Les enfants, c'est différent. Je n'ai même pas besoin de vous regarder. Les enfants, c'est différent. Je continue l'éducateur. Je demande à vos enfants de ne pas faire le sport en route, d'aller au stade. C'est ça, l'éducation. Je vous en prie, monsieur. Allez-y, maître. Alors, lorsque nous sommes en train de juger une opération comme celle d'Épervier, regardez, il y a des routes qui sont refaites 2-3 fois. Où vont les sommes dépensées pour ces choses? Donc, il faut que le chef de l'État, pour une fois, essaye de mettre des gens qu'il faut à la place qu'il faut. Le directeur de l'hôpital de tel ou de tel, quels sont les critères qui ont présidé au choix de tel homme? On ne se retrouve pas. Mais à une certaine époque, tout le monde était unanime de dire que ce médecin qui sort des ECA ou qui sort de Berthois a laissé des traces. Et quand on le nommait directeur de l'hôpital de Bafoussam ou de Douala, il convainquait ses collègues. Aujourd'hui, vous allez prendre un incompétent, quelqu'un de mauvaise moralité, vous mettez à la tête des gens compétents, mais vous détruisez la base. Parce que c'est cette locomotive qui entraîne les gens. Merci. Alors, pour terminer, donc, je voulais dire ceci, madame. Prenez, nous sommes en train de construire un pays qui nous concerne. Lorsque vous voyez des enfants, quand on part au travail, quand on circule au Cameroun, la plupart des routes sont aménagées. On ne laisse que la chaussée. Il n'y a pas de trottoir pour marcher. Et ça ne vous concerne, ça me concerne. Tout le monde peut être heurté.
Donc je n'aimerais pas que vous deveniez l'avocat du diable. Non, vous parlez de Merci terrorisme. maître, on va aller très rapidement, je vous en prie. Dernière thématique, on aurait pu y rester, mais on y va, le temps court très vite. Parlons à présent de ce grand rendez-vous économique, le Cameroun Business Forum, dont la 7e édition s'était tenue le 15 mars dernier. C'était à Douala, la presse révèle que, et c'est vrai, plus d'une quinzaine de ministres assimilés ont pris part à ces travaux qui tournaient autour de la perception du climat des affaires au Cameroun. Le sujet également intéressé la presse cette semaine, qui de façon globale s'est montré un peu pessimiste sur l'avenir du climat des affaires au Cameroun. Alors, on commence par vous, l'expert de la question. Est-ce que vous comprenez le pessimisme de la presse qui a estimé, avec tout ce qui a été donné comme recommandation, déjà à la 6e édition et à la 7e édition, qu'il faut être pessimiste, le climat des affaires il reste délétère au Cameroun? Enfin, je pense que ça ne surprendrait véritablement personne. Je veux dire, les affaires ne peuvent être que le reflet de ce qu'est un pays. C'est-à-dire que l'environnement dans lequel évolue l'économie, c'est d'abord dans le pays. Donc quand le pays va bien, l'économie va bien, le climat des affaires va bien, l'environnement économique va bien. Donc ce qui se passe aujourd'hui, c'est que, en fait, le Cameroun a cette triste réalité, à savoir que à chaque fois qu'on a constaté, on est toujours en recul. Vous allez au football, on a toujours reculé. Vous allez dans les affaires, on recule. La corruption, on recule. Oui. Donc, la sécurité, tout ça. Donc, bref, pour moi, reculer de 4 places est encore très largement positif. Parce que, quand vous voyez, vous savez, l'investisseur étranger qui vient chez nous, regarde d'abord l'aspect général du pays, c'est-à-dire que quelle est la température que le pays renvoie en matière de gouvernance, en matière de sécurité, en matière de justice, ainsi de suite. Bref, c'est tout ça qui fait que, outre les dispositifs que l'État met en place, attire l'investisseur. Mais ce qui est bien dans ce type de forum et de rencontre, c'est que ça permet quand même, qu'on le veuille ou pas, au Cameroun, à l'État du Cameroun, au gouvernement camerounais, de savoir exactement si ce qu'il fait peut être accepté par le commun des mortels. Bon, mais moi, ce qui a attiré beaucoup plus mon attention, c'est que, qui est positif par rapport à ce travail, c'est que j'ai constaté que notre devenir en termes de croissance économique ne dépend pas des étrangers. Pour le dire simplement, ça dépend de nous-mêmes, la demande intérieure. C'est-à-dire que le Cameroun peut aujourd'hui, avec ses 6%, faire 9%, si le Cameroun met en place des politiques économiques qui soient là pour booster l'économie au plan local, national et au plan sous-régional. Donc en réalité, l'apport que l'extérieur vient nous donner pour pouvoir produire plus et donc de réduire le chômage est relativement moins important. D'où aujourd'hui au Cameroun et en Afrique centrale, nous devons tout mettre en place pour que les espérances que les populations ont de nous soient possibles. Ça sera possible comment? En essayant donc de favoriser, en essayant de lutter contre cette paix qu'on appelle la corruption. Parce que vous allez regarder, on a beau dire, quand on dit que le chantier n'est pas rendu à temps, quand on dit que le marché du travail est très flexible, c'est-à-dire que le patron peut enlever, recruter, c'est un ensemble de choses, un package qui fait que, pris dans sur le prime de la bonne gouvernance, ne peut que, je vais dire, inquiéter. Parce que celui qui apporte le capital veut être assuré qu'en mettant mon argent au Cameroun aujourd'hui, je suis sûr d'abord de ne pas le perdre, mais je suis sûr de gagner. Aujourd'hui, les conditions réunies de l'heure ne permettent pas trop de savoir si effectivement on peut le faire. D'où nous devons d'abord compter sur nous-mêmes avant de compter sur ce qui va arriver de l'extérieur. Très bien, Martin Bazing. Alexis Bazé, la création des entreprises, paiement des impôts, accès à la propriété, permis de bâtir, voilà les sujets qui étaient à l'ordre du jour de ce Business Forum. Quelques heures pour en parler. Ça vous semble suffisant ça? Est-ce qu'on peut... La presse a estimé, le Messager notamment, que les ministres étaient en villégiature à Douala, une journée pour parler de tous ces problèmes, d'essayer d'en trouver des solutions. Est-ce que cela vous semble possible? On peut penser que le Business Forum aujourd'hui joue un rôle important dans notre économie? Non, Albertine, je pense qu'il ne faut pas non plus que nous, on s'attende à des miracles. Il y a une méthodologie de ce genre d'assemblée. Ce n'est pas à l'occasion de la réunion là que les choses se préparent. En principe, moi ce qui m'interroge, ce que je questionne, est-ce que avant la tenue avant la journée plénière du 15 mars où le forum s'est tenu, les pouvoirs publics ont suffisamment interagi avec les différents segments de la société, opérateurs économiques,
observateurs économiques, parce que ceux qui font les rapports, le doing business, c'est pas les opérateurs économiques, hein, c'est des instituts. Des instituts de rating, comme on les appelle, de classement, d'analyse des données micro et macroéconomiques, des indicateurs de performance et de gouvernance dans un pays. Est-ce que notre gouvernement, nos pouvoirs publics ont suffisamment échangé avec eux pour que les propositions de recommandations qu'ils amènent à une plénière comme celle-là soient effectivement, ou se basent sur des choses concrètes? Moi, c'est ce qui m'interroge et ce qui me préoccupe. N'ayant pas mené une enquête pour savoir quelle est la mécanique que les pouvoirs publics, quand je dis les pouvoirs publics, parce que le CBF est placé sous la responsabilité technico-politique du Premier ministre et chef du gouvernement, je peux présumer, parce que je leur fais quand même confiance de savoir que c'est comme ça que ça se passe, qu'ils ont fait cet exercice-là. Maintenant, quand s'ils l'ont fait et que en plénière, on a annoncé, en termes de recommandations, les mesures que j'ai vu lister, oui. 100 jours désormais, 100 000 francs désormais pour créer une SARL, 48 heures ou 72 heures pour un branchement électrique. S'il te plaît, pour un branchement électrique. Oui, on y va rapidement. La question c'est, quels sont les mécanismes qui sont mis en place pour s'assurer de l'effectivité de la mise en œuvre? Et j'ai même vu qu'il y a des délais qui ont été indiqués. On a dit, moi, ce qui m'a toujours gêné, et c'est un problème de gouvernance, une fois encore, on affirme des choses, on proclame, on déclame des choses, mais dans la mise en œuvre, on voit très bien, comme j'ai vu avec la lettre du ministre de la Santé, très bien, allez-y, pose un problème. Oui, maître Kengou. Oui, madame, je ne vous cache pas, je souhaiterais plus être avec Alex sur un plateau parce qu'il a cette tendance à monopoliser, à enseigner. Allez, vous avez la parole. Non, tout simplement pour dire que dans un pays où persiste la corruption, on ne peut rien en tirer. Ce n'est pas la guerre, ce n'est pas l'histoire de Boko Haram, ce n'est pas la baisse du coût du pétrole, comme je l'ai dit. Ce n'est pas tout cela qui peut ébranler la conviction d'un peuple qui veut se développer. Pour moi, tout cela relève du folklore. Tant qu'il y aura de la corruption, c'est-à-dire mauvais choix des hommes, vol, tout ce que vous avez, la corruption dans l'ensemble, vous n'en tirerez rien. Pour moi, la situation ira de mal en pire. Ce n'est pas du pessimisme, mais c'est un constat simple. Un mot sur le climat des affaires. Oui, bon, le Cameroun Business Forum, c'est cette plateforme qui permet au pouvoir public d'échanger avec les pouvoirs privés, les organisateurs privés. Et il me souvient que pour cette édition, il faudra parler de la 6e. Est-ce que les résolutions prises lors de la 6e édition ont été... On parle de vendredi, oui. Non, pas du tout. C'est pour ça que cette fois-ci, les choses ont été faites d'une manière un peu plus, je vais dire, professionnelle, puisque vous avez eu d'abord des réunions préparatoires, presque 3 au Premier ministère, avec toutes les organisations de la société et des sociétés privées, le MECAM, l'ECAM, le GICAM et la Chambre de commerce, plus une équipe qui est venue tout droit de la Banque mondiale pour accompagner. Et c'est aussi une première fois qu'on voit une mobilisation de tout un gouvernement pour parler de ça. Bon, maintenant, à la suite, il faudrait juste que ces résolutions suivent. Mais pour que ces résolutions suivent et que le Cameroun ait son rang qu'il veut, du rapport Doing Business qui permet de classer les pays pour l'attractivité du climat des affaires, il n'y a qu'une seule chose pour mettre à dire, pour une fois nous sommes d'accord, c'est la corruption. Et qu'on sache que cette corruption-là, qui l'a fait dans le monde des affaires, c'est nous, c'est-à-dire nous qui voulons créer les entreprises, nous qui sommes des hommes d'affaires privés qui venons vers l'homme d'État, c'est-à-dire le fonctionnaire d'État, à qui nous remettons de l'enveloppe pour avoir des facilités. Il y a d'abord cette enveloppe. Il a l'obligation de refuser. C'est prévu dans son mandat. Il a l'obligation de refuser. Mais il n'y a pas de combat. Et même de dénoncer. Ce que je veux dire, c'est que le climat des affaires au Cameroun, c'est une affaire de tous. Ce n'est pas seulement une affaire du gouvernement, ce n'est pas seulement une affaire, c'est une affaire de tous. Et que nous tous, nous essayons pour que les choses aillent mieux. L'économiste, pour terminer, qu'est-ce qu'il faut changer? On a compris, la morale, elle est pour beaucoup, selon vous, à tout ce que nous vivons. Mais sur le plan économique, qu'est-ce qu'il faut bouger pour qu'on puisse avancer quand même dans le climat des affaires? Qu'est-ce qu'il faut bouger selon vous? L'avis du spécialiste de la question.
On a parlé de la salle, l'électricité, on a parlé quelques points. Non, je pense que la batterie de mesures qui est mise en place aujourd'hui est censée susceptible de faire démarrer la machine. Mais je vous ai dit quelque chose de très important, je pense que vous l'avez peut-être pris à la légère. Je vous dis que nous ne pourrons nous en sortir que si et seulement si notre politique économique compte d'abord sur le travail des hommes propres, notre propre travail. Et il y a aussi quelque chose qui me dérange très rapidement, c'est que vous ne pouvez pas comprendre ô combien c'est important ce qu'on appelle la démographie. Et je suis très surpris que toutes les analyses des bailleurs de fonds n'évoquent jamais ça quand ils sont en Afrique. Moi, quand j'ai fait cours d'économie, en termes de croissance, le premier facteur de croissance, c'est la démographie de la population. Et je suis très surpris, madame, très surpris, que les experts arrivent ici ou là et qu'ils nous éludent ce problème, alors que aujourd'hui, c'est l'Afrique centrale, par exemple, avec le Nigeria peut-être, qui devait être notre stratégie, notre point d'achèvement par rapport au fait que nous voulons sortir de la crise ou pas. Donc aujourd'hui, le Cameroun avec ses 22, le Gabon a 1,5 ou 2, la Guinée, c'est sur ça, c'est l'enjeu de demain. Quel est l'objectif sur les 20 années, les 35 de la population de notre marché? Plus notre marché sera important, plus les développements que nous pourrons faire, puisque nous n'avons pas des industries capables, des technologies capables de rivaliser avec l'extérieur. Non, notre sport de sortie, ce n'est que chez nous, ce n'est que par rapport à notre travail. Donc moi je dirais qu'il ne faut pas aller chercher du fil à couper du beurre. Nous savons que le Cameroun, sans trop travailler, on fait 6%. Ça veut dire que aujourd'hui, si on met l'accent uniquement avec la bonne gouvernance, comme l'a dit Maître, c'est-à-dire du coup la corruption totale, tout le monde est d'accord ici, et qu'on met les mécanismes qui favorisent le développement de la production intérieure qui va se Si vous enlevez la corruption, tous ces mécanismes se mettent en place tout seuls, sans que les fonctionnaires ne soient plus les adversaires des créateurs. En réalité, ce qu'on doit faire aujourd'hui, c'est de mettre en place des politiques simples. Merci à vous, messieurs, d'être venus sur ce plateau. Merci, Maître Célestin Kengoum, d'être venu. Bon retour. Merci à Alex Gustave Azébazé. Merci à vous, Martin Bazing, Élie Charlezan, d'être venu. Merci à vous, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis ce dimanche. Retrouvons-nous dimanche prochain avec un autre panel et d'autres sujets. Bon dimanche à tous.